Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme quotidien direct. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets qui portent sur l'actualité en Égypte et dans la région arabe. Notre débat principal pour aujourd'hui va parler de l'Égypte et de l'Afrique. On va parler de deux volets, la coopération économique entre l'Égypte et l'Afrique et également la lutte contre le terrorisme. Mais à présent, nous allons commencer avec le Yémen, où les pays du Golfe ont proposé au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui frapperait de sanctions le chef de miliciens chiites Houthis et le fils de l'ex-président yéménite Ali Abdullah Saleh. Au terme de ce texte, le Conseil impose aussi aux Houthis et à leurs alliés un embargo sur les armes et les sommes, de cesser les hostilités et d'abandonner le pouvoir immédiatement et sans condition. Le texte ne mentionne pas explicitement l'offensive menée contre les Houthis par une coalition de pays arabes conduite par Riyad, ni la récente proposition russe d'une trêve humanitaire. Sarah Al-Maghrabi et les détails. Les pays du Golfe ont proposé au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui frapperait de sanctions le chef des miliciens chiites aussi et le fils de l'ex-président yéménite Ali Abdullah Saleh. Au terme de ce contexte, le Conseil impose aussi aux Houthis et à leurs alliés un embargo sur les armes et les sommes de cesser les hostilités et d'abandonner le pouvoir immédiatement et sans condition. Le texte ne mentionne pas explicitement l'offensive menée contre les Houthis par une coalition de pays arabes conduite par Riyad, ni la récente proposition russe d'une trêve humanitaire. Il se contente d'inviter des belligérants à régler leurs différends par le dialogue, notamment en participant à une conférence à Riyad proposée par le président yéménite Abdelrabou Mansour Hedi, auquel le Conseil renouvelle son soutien et à soutenir les négociations sous l'égide de l'ONU actuellement en panne. Le projet a été présenté par la Jordanie qui préside le Conseil en avril. Selon le texte, le Conseil ajoute à la liste des individus insanctionnés dans le cadre de la crise yéménite les noms de Abdelmalek el-Houssi, chef des miliciens chiites, et Ahmed Ali Abdullah Saleh, fils aîné de l'ex-président yéménite. Ces sanctions individuelles consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager. De commandants aussi, et l'ex-président lui-même avait déjà été sanctionné par l'ONU. Le projet de résolution demande aussi aux belligérants de faciliter la livraison de l'aide humanitaire et d'assurer la protection des civils. La situation humanitaire est catastrophique à Aden, s'est alarmée hier la Croix-Rouge alors que la grande ville du sud du Yémen est le théâtre de combats quotidiens entre rebelles chiites liés à l'Iran et partisans du président soutenus par l'Arabie Saoudite. On passe à la Tunisie où 4 soldats ont été tués hier et 8 autres blessés dans une embuscade dans la région de Kasserine, une zone d'activité de terroristes dans le centre-ouest du pays. La France, où le président tunisien Bidji Saïd Sebsi est en visite hier et aujourd'hui, a condamné l'attentat dans un communiqué. Sarah Al-Maghrabi a plus de détails. Le ministère tunisien de la Défense a annoncé hier que 4 soldats sont morts en martyrs et 8 autres blessés dans une embuscade contre une patrouille militaire à Sbelta. Le porte-parole de la Défense a précisé que 4 militaires souffraient de blessures par balle et que les 4 autres n'étaient que très légèrement touchés. Il a cependant jugé prématuré de donner des indications sur les circonstances de l'embuscade. La France, où le président tunisien Béji Caïd Essebsi est en visite hier et aujourd'hui, a condamné l'attentat dans un communiqué. Il s'agit d'un acte lâche dont les responsables devront être traduits devant la justice. La France assure les autorités et le peuple tunisien de sa solidarité dans la lutte contre le terrorisme, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères. La région de Kasserine, frontalière de l'Algérie, est le théâtre de heurts armés réguliers entre des terroristes et les forces tunisiennes. Depuis décembre 2012, une soixantaine de policiers, gendarmes et soldats ont ainsi été tués dans les embuscades ou des explosions de mines, la majorité ont péri dans cette région. La plus sanglante en juillet 2014 a coûté la vie à 15 soldats sur le mont Chambi. La Tunisie a annoncé fin mars avoir tué l'Algérien Abou Sakhr, l'homme qu'elle considérait comme le chef de Oqba Benef et l'organisateur de l'attaque du Bardo.
Tunis est confrontée depuis la révolution de 2011 à l'essor d'une mouvance terroriste toujours plus violente. Par ailleurs, quelques 3000 Tunisiens sont partis combattre dans les rangs de groupes radicaux en Syrie et en Irak. Environ 500 de ces vétérans sont rentrés en Tunisie et les autorités les considèrent comme l'une des principales menaces sécuritaires pour le pays. Le régime syrien s'est déclaré prêt à fournir des armes aux organisations palestiniennes pour chasser le groupe terroriste Daesh du camp de Yarmouk à Damas, où la situation humanitaire ne cesse de dégrader. Dans le nord du pays, à Maria, ville stratégique pour l'approvisionnement des rebelles, 2 voitures piégées ont explosé hier soir et des affrontements violents ont éclaté. Sarah Al-Maghrabi et les détails. Il y a eu 2 voitures piégées dans et près de Maria, qui est sous contrôle de militants islamistes et du Front El-Nosra, affilié à Al-Qaïda, a déclaré Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien de Wadi el-Am. Il a ajouté que 7 personnes ont été tuées dans la première explosion et 8 autres ont perdu la vie dans l'explosion de la 2e voiture piégée près de la ville. À Yarmouk, la dégradation de la situation a poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à réclamer un accès des agences humanitaires aux milliers de Palestiniens qui se retrouvent bloqués depuis l'assaut des terroristes le 1er avril. Dans le camp situé à seulement 8 km du centre de la capitale syrienne, les accrochages ont cessé, mais des bombardements aux barils d'explosifs se poursuivaient de la part du régime. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Moqdad, a reçu une délégation palestinienne dirigée par Ahmad Majdaleni, un dirigeant de l'OLP, pour discuter des moyens de protéger les habitants du camp. M. Moqdad a souligné la détermination de la Syrie et de l'OLP à combattre le terrorisme qui s'est étendu au camp de réfugiés palestiniens, notamment Yarmouk. Il a ajouté que le gouvernement syrien a fourni une aide humanitaire et médicale aux frères palestiniens. Avec l'arrivée de Daesh à Yarmouk, le groupe terroriste n'a jamais été aussi proche du centre de la capitale. Le Conseil de sécurité a appelé lundi à protéger les civils et à assurer un accès humanitaire au camp pour fournir une aide vitale aux habitants. Le commissaire général de l'UNRWA a informé le Conseil de la situation humanitaire totalement catastrophique dans le camp où les habitants survivent à peine avec 400 calories par jour. بأجيال قوية أحقق أمانيكي بإيدي أبنيكي أجتهد لأعطيكي أخضر أراضيك عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح أبهر العالم بيك جميلة بكل ما فيكي بدمي أحميكي
البلد دي كل واحد يشتغل بضمير. كلنا نشتغل، احنا نغير نفسنا بس. الناس تعامل ضميرها وتعامل مرضي الله. الناس تبقى كويسه مع بعضيها. هيبقوا كويسين الناس. كلنا خير ومصر كلها خير. هي ام الدنيا. الشعب المصري ده طيب. لو كل واحد ابتدى بس بنفسه بلد هتتصلح. كل واحد يعمل ربنا وضميره. الناس تبقى حلوه كده مع الناس. لازم اخلاق الناس تبقى كويسه. نحب بعض. الاحترام. ضماير الناس. الاخلاق بس. ان شاء الله ينصلح حالنا بقى. نتقبل اراء بعض. هي الديمقراطيه. هي الديمقراطيه. Alors, chers téléspectateurs, à présent, nous allons passer à notre débat principal. Comme je vous ai dit au début de notre émission, aujourd'hui, nous allons consacrer notre débat au rôle de l'Égypte au sein du continent africain. Nous allons parler de deux volets. Nous allons parler de la coopération en ce qui concerne le volet économique et également la lutte contre le terrorisme. L'Égypte est de retour avec force sur scène, surtout avec la participation d'une délégation très importante parrainée par le président de l'État, également présidé par le chef du gouvernement Ibrahim Mahlab, qui a eu lieu, cette visite ou cette participation à la conférence de la COMESA, au sommet de la COMESA, a eu lieu il y a à peu près 2 semaines, avec beaucoup d'accords qui ont été conclus au cours de cette conférence ou de ce sommet en ce qui concerne l'échange commercial. Également un appui pour l'Égypte qui va être candidat de l'Afrique pour être membre non permanent du Conseil de sécurité. Afin de mieux parler de tous ces volets, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Ikram Zalat, analyste économique. Bienvenue à notre programme. Bonsoir, madame. Alors là, on parle d'un retour de l'Égypte sur scène en Afrique. Mais si on va parler de ce sujet, on doit parler d'abord pourquoi ce rôle de l'Égypte avait été éclipsé. Pourquoi l'Égypte et son rôle étaient de recul sur la scène en Afrique au cours des dernières années, selon vous? Je pense qu'économiquement, l'Égypte était en recul parce qu'elle ne s'est pas vraiment intéressée à l'Afrique, ni à l'économie de l'Afrique, ni à l'exportation vers l'Afrique, ni au développement des affaires avec l'Afrique. Je pense qu'elle était beaucoup plus préoccupée par l'Europe, ou même l'Amérique, plus particulièrement. Et je pense aussi que c'était une question qu'il y avait une sorte de concurrence ou de rivalité avec l'ex-feu président Mohamed Kadhafi, qui lui se voulait être le patron de l'Afrique, se voulait être le roi des Africains, se voulait être le dirigeant de la communauté africaine. Je pense que c'est la raison économiquement qui a, dans l'élément de base, était la politique. Mais économiquement, ça a eu un recul à cause de cette politique, qui était de l'ancien ex-président de ce pays. Oui, alors aujourd'hui, l'Égypte veut jouer un rôle important sur scène. Ben, pardon, mais il y avait un boom, quelque chose est tombé dans le studio. Oui, mais pas une bombe. Heureusement que ce n'est pas une bombe. On retourne à notre sujet pour aujourd'hui. L'Égypte actuellement veut retourner sur scène en Afrique, surtout en ce qui concerne l'échange économique et commercial. Bien sûr, l'Afrique reste un marché très ouvert. Mais avec la concurrence actuelle, par exemple de la part de la Chine qui existe avec force en Afrique, également, comme vous venez de mentionner, de l'Europe ou des États-Unis, est-ce que l'Égypte réussira à gagner une part de cet échange économique? Est-ce qu'il existe toujours un rôle à jouer en ce qui concerne l'économie et la commerce africaine? Alors, je pense qu'il y a une chance, effectivement, pour diverses raisons, dont
certaines sont principales. Tout d'abord, aujourd'hui, nous avons des dirigeants à la tête, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui est un homme ouvert, qui est un homme voit loin, vise loin, comprend bien ce qu'il veut faire, et surtout a pu scinder entre la politique, l'économie et la vie civile de tous les jours d'un pays ou d'un peuple. Ce qui est évidemment un élément important pour pouvoir promouvoir ou activer ou développer des relations, qu'elles soient économiques, culturelles ou autres. Donc c'est déjà un facteur très important. Du fait qu'on ne va pas mêler l'histoire de la politique à l'histoire de l'économie. Deuxièmement, l'Égypte s'ouvre à nouveau à tous les pays, y compris l'Afrique, parce que c'est un marché important et intéressant. À savoir aussi que dans le marché arabe, il y a des pays qui ne sont plus en ce moment importants ou intéressants. Et quand je dis les marchés arabes, ils sont quand même assez nombreux, vu les diverses révolutions qu'il y a eu là et là et là et là. Donc il faut compenser tout ça. Et pour compenser tout ça, pourquoi pas l'Afrique? L'Afrique, c'est un grand continent. Ce sont des pays qui sont assez riches, qui ont énormément de matières premières ou de richesses naturelles. Et ce sont des pays qui veulent eux aussi se développer, eux aussi s'ouvrir au monde extérieur. Et pourquoi pas l'Égypte qui, indirectement, fait partie de l'Afrique, si vous voulez, quelque part. La dernière raison, c'est que, disons que, il y a une dizaine d'années, je pense que la francophonie était en recul. Et quand je dis en recul, elle n'intéressait plus personne. Et chez les Africains, la francophonie est quand même la langue principale. Alors qu'aujourd'hui, il y a un retour, je ne dirais pas à la francophonie vraiment, mais il y a un retour à une ouverture, qu'elle soit francophone, anglophone, chinoisophone, arabophone, peu importe. Cette ouverture permet de se dire ou de reconsidérer, pourquoi pas. Oui. Puisque vous avez mentionné la francophonie, on doit dire que l'Égypte existe dans le monde de la francophonie, puisque l'Égypte avait participé par une délégation présidée par le Premier ministre Ibrahim Mahlab au dernier sommet de la francophonie à Dakar, et le Premier ministre avait surpris tous les participants en donnant son discours en français correct et très compréhensible. Et je crois que c'était une première qu'un Premier ministre égyptien dans son discours en français, c'était très convenable à l'occasion. Tout à fait. Et ça fait plaisir. Évidemment, si j'aurais été moi le Premier ministre, j'aurais parlé en français. Il n'y aurait rien eu d'étonnant. Mais comme on ne savait pas que le Premier ministre pouvait parler français, eh bien ça fait plaisir. Mais ça prouve et ça démontre. Et c'est un signe indicatif pour dire, monsieur le monde, monsieur l'économie mondiale, nous sommes un pays ouvert, nous sommes un pays multilangue. Et un pays moderne, puisque le Premier ministre... Nous pouvons parler le français, le chinois, l'anglais, l'arabe, le russe. Nous sommes prêts à apprendre. Nous voulons nous rattraper. Et c'est la preuve que les gens aujourd'hui redonnent confiance à l'Égypte, parce qu'à la tête de l'Égypte, il y a un homme qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Ça nous mène à parler de l'autre volet de la coopération entre l'Égypte et l'Afrique, la lutte contre le terrorisme. On a vu que le terrorisme, surtout extrémiste et radical, frappe plusieurs pays de l'Afrique. On peut citer Boko Haram au Nigeria, on peut citer également les Chebabs de la Somalie, et on ne va pas parler le nord de l'Afrique, où la Libye aujourd'hui est un chaos total. Également des vagues de terrorisme qui frappent la Tunisie. L'Égypte également actuellement est en lutte contre le terrorisme, surtout au Sinaï. Alors, comment peut-on avoir cette coopération concrète de la lutte contre le terrorisme? Et là, si on parle de l'Afrique qui veut lutter contre le terrorisme, il ne faut pas oublier que ces pays ont des ressources limitées actuellement, de budget limité, afin de lutter contre le terrorisme. Comment sera cette coopération entre l'Égypte et ces pays? Écoutez, comment sera la coopération? Avant de répondre à cette question, je dois vous dire que je pense que les Africains
comme les Égyptiens, comme les Arabes, ont réalisé que pour lutter contre une force qui est le terrorisme, inclut les différentes tendances de terrorisme, il vaut mieux s'unir et se réunir par rapport à son voisin que d'aller chercher le voisin qui est à l'autre bout du monde ou à l'autre continent, comme les Européens ou les Américains. Donc c'est déjà un facteur important de réunir les voisins et les amis et tout ce qui est autour du même cercle, du fait que nous sommes dans un même objectif, sous un même rayon, ce qui est quand même très important. Ensuite, il y a aussi un facteur puissant, c'est que tout le continent africain, à peu près, comme tout le continent Moyen-Orient et pan-arabe, parle une langue qui plus ou moins tout le monde comprend, qui est l'arabe, ou le français et l'anglais. Ce qui n'est pas le cas des autres continents, c'est-à-dire le côté de l'Europe, le côté de la Chine, le côté de l'Amérique. Bien que beaucoup aujourd'hui d'étrangers, beaucoup de diplomates viennent dans les pays arabes et connaissent la langue mieux que les gens du pays, parce qu'ils ont une responsabilité. Donc ça, c'est une raison ou un facteur. Excusez-moi. Le deuxième facteur, à propos de cette coopération pour lutter, ils ont réalisé qu'à la tête, encore une fois, de ce pays qui est l'Égypte, il y a une volonté, et une volonté réelle, qui est démontrée par l'action. De ce qu'on dit, on le fait, et de ce qu'on fait, on le dit. Comment on va le faire? C'est-à-dire, cette coopération va être comment? Alors, d'après ce que j'ai pu suivre dans les nouvelles et dans les réunions et dans les différents congrès par rapport à ce problème, il semble bien qu'ils veulent unir une force pan-arabe, une force panafricaine, de façon à ce que une main seule ne peut pas taper. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Alors, finalement, quand vous parlez des terroristes, combien de terroristes peut-il avoir dans tout ce continent? Rien. Infime. Quoi? 20 000, 30 000, 100 000? Mais bien équipés, armés, c'est ça le problème. Bien équipés et armés, c'est ça le problème. Nous allons lutter, enfin, les pays, les dirigeants vont s'organiser et programmer une façon convergente, de façon à pouvoir développer la lutte rapide et efficace. Mais le vrai problème de ces terroristes, avant de dire comment on va lutter contre, d'où leur vient l'argent, d'où leur vient les moyens. Parce qu'ils ont des moyens, selon les armes qu'ils ont, qui sont quand même des moyens très importants. Alors, je pense qu'il faut lutter contre ces pays, avant de lutter contre le terrorisme, parce que ce sont ces pays-là, et ils ne sont pas nombreux, ils sont plus ou moins connus, qui eux fournissent les armes, l'argent, les moyens, l'entraînement. Je pense que c'est contre ces pays-là qu'il faut lutter, d'abord. Et c'est contre ces pays-là qu'il faut mettre les points sur les i, parce que ces pays-là nous entourent, ils ne sont pas loin de nous. Et pourquoi ces pays font ça? Et pourquoi ces pays agissent ainsi? Eh bien, c'est pour des raisons politiques. Alors, le problème, c'est que comment peut-on régler des problèmes politiques entre les pays et entre les communautés? Par deux moyens. Ou par la force, ou par la diplomatie. Mais je vois qu'avec le terrorisme, il faut utiliser la force, et avec les hommes et les cerveaux, il faut utiliser la diplomatie. Parce que finalement, dans les peuples, et tous les peuples confondus, il y a toujours des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Il est vrai que la majorité est contre, parce que le terrorisme a pris une telle ampleur, une telle gravité des cas, que c'est inadmissible. Peu importe ce terrorisme lutte pour qui, lutte pour quoi et lutte contre qui. Mais comment régler ce problème? Il faut s'organiser, il faut s'unir, il faut se programmer et il faut surtout aller à la source. La source, c'est les moyens. Une fois que je n'ai plus les moyens d'acheter des armes, une fois que je n'ai plus les moyens d'entraîner les gens, comment voulez-vous que je reste fort? Comment voulez-vous que je reste puissant? Comment voulez-vous que je puisse créer des troubles?
si vous voulez, voilà la vraie réponse, la meilleure des réponses après réflexion. Alors, une des solutions afin de bien lutter mondialement contre le terrorisme, c'est que l'Égypte veut être candidat comme membre non permanent du Conseil de sécurité. L'Égypte actuellement cherche l'appui de l'Afrique, on l'a obtenu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce qui est clair, c'est que l'Égypte va être le candidat africain pour ce siège du Conseil de sécurité. D'abord, je voudrais savoir, selon vous, quels sont les avantages pour l'Égypte et puis pour le continent africain, si l'Égypte peut vraiment être membre du Conseil de sécurité, un membre non permanent. Qu'est-ce que l'Égypte et l'Afrique vont gagner? Alors, à ma connaissance, et selon les informations qui sont connues, l'Égypte est le seul pays actuellement au Moyen-Orient, pour ne pas dire l'Afrique compris, qui a une armée, qui a une armée organisée, qui a une armée puissante et qui a une armée disciplinée. Et patriotique. Et patriotique surtout. Et unie par un même chef. Ce qui est important. Alors, tant que cette armée existe, l'Égypte restera un pays très fort. Je ne veux pas dire qui, mais beaucoup ont essayé de brouiller cette armée. Beaucoup ont essayé de disséquer cette armée. Personne n'est arrivé. Cette armée est forte. Elle a à la tête, elle avait à la tête et elle a toujours à la tête et de l'armée et du pays un homme qui est encore plus fort parce qu'il a l'intelligence de réfléchir avant d'agir. Alors, M. Kramzalat, on a également contacté Dr Passan Tefahmi, expert en économie, qui va nous parler de récents accords entre l'Égypte et l'Afrique, surtout après le sommet de la COMESA. Bonsoir, madame. Et on commence notre interview par cette question, Dr Passan Tefahmi. L'Égypte, vraiment, cette fois-ci, est de retour sur scène en Afrique? Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Oui, il faut admettre que le monde a tout à fait changé. C'est-à-dire que la région tout entière, on ne peut pas nier qu'on a des problèmes assez sérieux. Des problèmes que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement comment ça va aboutir. Alors là, l'Égypte, économiquement, doit être solide. Et avec le monde entier, ça sera un peu difficile durant cette période, pour beaucoup de raisons. Mais l'Afrique, c'est un continent qui est très proche, qui est très riche, qui a des matières premières, et nous avons besoin de matières premières pour nos usines, étant donné qu'on n'a pas aussi de réserve à la Banque centrale est assez modeste. Alors, faire du commerce avec le continent africain est très important, et faire des investissements aussi. C'est-à-dire, à mon avis, comme on appelle à court terme ou à terme moyen, je vois que l'économie de l'Égypte est tout à fait liée à l'économie du continent africain. Parce que faire des investissements, même si on a eu le grand sommet et tout ce qui a été fait et dit à propos de ça, mais le grand sommet et les résultats ont besoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire, ils ont besoin tout d'abord de la stabilité politique, ils ont besoin de la stabilité sociale, la stabilité dans la région. C'est un grand problème. Alors, l'Afrique, en ce moment-là, à mon avis, c'est le continent le plus facile et le plus proche pour l'Égypte pour faire une coopération, que ce soit sur le côté économique, que ce soit sur le côté social, politique, comme vous voulez. C'est très proche, c'est facile à faire du travail avec ces jours-ci. Et aussi, on a des intérêts, nous aussi. On a négligé l'Afrique pour beaucoup d'années. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais je répète, durant cette période sensible, ils sont ouverts pour faire du travail avec nous. Et on a vu ça durant les mois qui ont passé. Et l'activité du Premier ministre, les ministres et même du Monsieur le Président. Alors là, moi je pense que les accords qui ont été signés récemment vont aider non seulement l'Afrique, mais ils vont aider aussi l'Égypte. Nous avons des problèmes économiques assez compliqués. Oui, justement, il y aura un retour de grands entrepreneurs égyptiens via les grandes sociétés égyptiennes qui avaient bâti les voies ferroviaires et routières en Afrique. Ils seront de retour sur scène, de retour en Afrique dans des pays précis afin de continuer
à bâtir ces voies. Par exemple, aujourd'hui, ça sera au Rwanda, en Côte d'Ivoire et d'autres pays également. Il y aura des barrages qui seront édifiés au Soudan et au Congo. On a signé des accords concernant ce sujet. Et également, vous avez mentionné un point très important, ce sont les matières premières, que l'Égypte a besoin de ces matières premières de l'Afrique, et l'Afrique est un grand marché ouvert pour l'Égypte. Voilà, on peut vendre dans ce marché-là, et en retour, on peut avoir de la matière première, c'est-à-dire, ça ne doit pas être en liquide. Ils ont de matières premières qu'on a besoin, nous avons des usines qui doivent fonctionner. Nous avons besoin chaque année de 60 milliards de dollars pour couvrir nos imports et payer les dettes. Et les réserves à la Banque centrale ne dépassent pas 15 milliards. Alors là, l'Afrique, la coopération avec l'Afrique peut résoudre beaucoup de problèmes. Pour nous et pour l'Afrique aussi. C'est un continent riche, je répète, c'est très proche, c'est facile à coopérer avec eux. Il y a des relations qui existent depuis le temps des pharaons. L'Égypte a été toujours l'entrée vers l'Afrique depuis le temps des pharaons. Alors là, ils nous acceptent et je peux aussi ajouter que ça sera plus facile pour eux et pour nous de faire du travail. Mais ça ne signifie pas que la compétition sera facile. La Chine, Israël, les États-Unis, l'Europe, tout le monde existe en Afrique. Alors là, pour faire du travail, il faut la perfection, l'honnêteté, on doit faire un bon travail. Oui, alors l'Afrique ou les pays africains se plaignaient toujours récemment que vraiment c'est un grand marché et l'Égypte peut y investir, mais que les liaisons entre l'Égypte et ces pays, je parle là des liaisons routières ou aériennes, étaient faibles. Est-ce que selon vous, récemment, le gouvernement qui est ici dans ce qui concerne le commerce avec l'Afrique, est-ce que actuellement ce problème des liaisons aériennes ou routières a été résolu? Non, ça n'a pas été résolu, bien sûr. Alors ça reste toujours un problème pour... Oui, bien sûr, c'est un grand problème. C'est un problème même en Égypte. Mais ce que je veux ajouter, c'est qu'il ne faut pas prendre l'Afrique comme un marché facile. La compétition est vraiment avancée parce qu'il y a tous les pays qui travaillent en Afrique et tous les pays voient ce que nous voyons aussi. Et là, si l'Égypte peut faire un bon travail et respecter, si vous voulez, la façon d'investir globalement, c'est-à-dire, parce que moi je rencontre parfois des hommes d'affaires qui pensent que faire du travail en Afrique, c'est facile, c'est pas comme l'Europe. Non. Ou bien on doit travailler comme on travaille partout au monde, respecter les lois internationaux. On peut faire du travail en Afrique parce que la compétition, je répète, n'est pas facile. Le monde entier existe en Afrique et le monde entier voit ce que nous voyons. Ce n'est pas la proximité qui va nous donner seule, si vous voulez, l'opportunité d'avancer. Non, oui, c'est un point positif, mais ce n'est pas tout. On doit faire un bon travail, on doit respecter les lois internationales, on doit travailler comme on travaille avec n'importe quel pays du monde. Si on prend c'est-à-dire l'objectif de développer des relations stables, équitables avec ce continent-là, oui, on aura un grand succès. Mais si on va continuer à travailler de la façon, c'est un continent facile à faire du travail, et quand vous comprenez ce que je veux dire, ça ne peut jamais être un succès. Madame Passante Fahmi, vous êtes experte en économie, on vous remercie infiniment pour ces explications et bonne soirée. De retour à M. Ikram Zalat, analyste économique ici sur notre plateau. Vous avez mentionné au début de notre débat que également la coopération entre l'Égypte et l'Afrique doit également porter sur plusieurs niveaux, parmi lesquels par exemple la culture. Est-ce que... Parmi lesquels? La culture, par exemple. Certainement. Oui. Alors, on avait vu pendant les années 60 vraiment un intérêt, un attachement de l'Afrique avec la culture égyptienne, que ce soit avec des intellectuels, avec le 7e art égyptien. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez que l'Égypte existe par ses centres culturels, par exemple, ou par des convois non officiels dans les pays africains afin de retrouver encore une fois ce rattachement à l'Égypte comme phare de la culture dans le continent africain, où c'est un rôle perdu pour l'Égypte?
Non, ce n'est pas un rôle perdu pour l'Égypte, c'est un rôle qui est tout simplement reporté pour l'Égypte, ou qui est en ce moment en une phase de reconsidération ou de reconstruction ou de réapparition. Parce qu'il y a quand même d'autres priorités que celle de la culture. La culture est un élément essentiel dans la vie civile, dans la vie sociale, par rapport à l'être. Mais la culture est un moyen de divertissement et un moyen de connaissance et un moyen de découverte lorsqu'on a le temps et lorsqu'on a l'esprit tranquille et lorsqu'on a l'esprit clair. Alors que si entre l'Égypte et l'Afrique, vu la situation économique, vu la situation politique, vu la situation mondiale, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus urgents, pour ne pas dire des problèmes majeurs, je pense que la culture est tout simplement mise en veilleuse et qu'elle n'est pas du tout perdue et qu'elle est tout simplement à reconsidérer en temps dû, c'est-à-dire au moment opportun. Il est vrai que le gouvernement peut, en parallèle, créer des organismes semi-privés qui pourraient s'occuper de ce problème ou de ce monde, si l'on peut dire, ou de cette relation entre ces deux pays. Mais je pense que même au niveau du gouvernement, il y a d'autres priorités parce que le pays a passé par des moments et des phases assez difficiles. Oui, si on prend par exemple le cas de litige entre l'Égypte et l'Éthiopie concernant le barrage de la Renaissance, on a vu que les convois publics ou non gouvernementaux ont joué un rôle important. Il y avait des délégations d'intellectuels, d'acteurs, d'écrivains qui visitaient l'Éthiopie, également des convois médicaux, des convois d'ingénierie de toutes professions mêlées qui ont visité le pays et qui ont aidé à une sorte de, si vous voulez, fondre cette montagne de litiges qui existait entre les deux pays à travers que les deux peuples se sont rapprochés l'un de l'autre. Il existe actuellement un lien étroit entre l'Éthiopie et l'Égypte à travers ces convois. Les Éthiopiens également ont visité l'Égypte à plusieurs reprises. L'Église orthodoxe égyptienne et l'Église éthiopienne retrouvent petit à petit leur rapprochement. Alors peut-être ce monde culturel oublié ou ajourné actuellement peut jouer un rôle important, comme on l'appelle la force fine, à donner un nouvel élan à l'Égypte en ce qui concerne son rôle économique et politique. Tout à fait. Et j'abonde dans votre sens, mais j'insiste pour ajouter que quand je dis c'est mis en veilleuse, ça ne veut pas dire que c'est arrêté. Tout au contraire. Dans l'esprit de la culture au sens propre du terme, elle est tout simplement mise en question. Mais au point de vue culturel échange, voilà qu'on a su mettre en évidence et en valeur le côté culturel par la visite et par le moyen de contact des gens et des personnes et des artistes et des peintres et des écrivains pour créer un lien et un contact social qui était quand même conditionné par les intérêts économiques. Et donc, ce n'était pas les relations politiques qui aidaient. Alors on a dit, puisque les relations politiques n'aidaient pas gelées et qu'il y a eu ce changement et que maintenant il y a des négociations, on a utilisé ce côté qu'on peut appeler culturel, mais je dirais plutôt artistique, socialement parlant, parce qu'il y a un moyen de dialecte très différent de l'économie et de la politique, quand il s'agit de culture, pour essayer de faire des rapprochements. Et c'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui, que le moyen du cinéma et les moyens de la télévision, c'est tout simplement une façon de transmettre des messages au grand public. Oui. Et si on retourne au côté économique, est-ce que vous croyez que l'Égypte peut être à la hauteur d'une concurrence féroce sur le marché africain, surtout avec des géants comme par exemple la Chine ou les États-Unis? Écoutez, la Chine, c'est un lion féroce.
la Chine n'a pas de concurrent. Parce que la Chine, c'est un mass production. Rien que leur nombre, rien que leur capacité de production, vu le nombre d'êtres humains qui existent en Chine. Oui, la main d'œuvre, oui. Ils représentent quand même la population la plus importante sur Terre. Ils représentent plus de 25% de la population mondiale. C'est énorme. Bon, ensuite, c'est un pays émergent qui est en train de se construire, mais dans tous les sens en même temps, et se renforcer dans tous les domaines. Que l'Égypte veuille concurrencer la Chine, non. Pourquoi perdre le temps? On essaye tout simplement de gagner une partie du gâteau, ou une partie de la table, ou des bienfaits, des relations, dans le domaine où l'Égypte peut être forte et peut être concurrentielle. Or, l'Égypte, autrefois, était comme la Chine, mais dans le contexte de l'Égypte. Alors que l'Égypte aujourd'hui a tellement grandi, mais elle a beaucoup moins de force et de présence qu'autrefois, à cause du manque de liberté, à cause du manque d'ouverture, à cause du manque de recherche, de développement ou comment dirais-je, d'épanouissement. Parce qu'il y avait une junte qui voulait, elle, rechercher cet épanouissement à leur propre intérêt. On a également contacté Dr Saïd Zulfaqar, analyste politique. Bonsoir. On veut là vous parler également de ce volet politique en ce qui concerne le rapprochement entre l'Égypte et le continent africain. Selon vous, même question que j'ai posée à mon invité, M. Kramzalat, qu'est-ce que l'Égypte et l'Afrique peuvent gagner si l'Égypte est candidat ou peut être membre non permanent du Conseil de sécurité? Bon, écoutez, vous savez, pendant au moins 40 ans, l'Égypte ignorait l'Afrique. Oui. Depuis l'attentat, enfin un peu moins de 40 ans, depuis l'attentat qui a eu lieu à Addis Abeba en 1995, en 85, je crois que c'était, l'Égypte a totalement abandonné tout intérêt avec l'Afrique. Heureusement que maintenant, avec le nouveau régime, et c'est plutôt grâce au fait que nous sommes maintenant menacés par le barrage de la Renaissance, qui est en construction depuis plusieurs années. Mais jamais le gouvernement ne s'est concentré à essayer de négocier avec les Éthiopiens, à part maintenant. C'est un peu tard. Donc finalement, nous avons rétabli les liens avec l'Afrique. Nous avions à l'époque, disons la première époque, dans les années 60-70, des relations très fortes avec les mouvements de libération africains. Oui. On aurait pu profiter de cela. Mais non, après, sous Sadat et sous les autres régimes, tout a été oublié. Les gens que nous avions aidés à arriver au pouvoir, on les a totalement abandonnés par la suite. Donc nous sommes oubliés de l'Afrique. Finalement, maintenant, avec le nouveau gouvernement, enfin avec le nouveau président surtout, nous avons rétabli une relation qui peut devenir très féconde si nous la prenons au sérieux. Malheureusement, nous avons été à la remorque des États-Unis pendant une trentaine d'années, et les États-Unis a tout fait pour nous couper à la fois du monde arabe et de l'Afrique. Oui, c'est vrai. Donc maintenant, nous sommes en train de récupérer. J'espère que cette récupération va être permanente, parce que ce qui se passe au Yémen me pose de graves problèmes. Ce qui se passe au Yémen, nous sommes en train de nous imbriquer dans une guerre qui n'est pas la nôtre, qui est la guerre de l'Arabie Saoudite, contre un ennemi factice, un ennemi qu'ils ont fabriqué et créé de toutes pièces. Il ne faut pas que l'Égypte se disperse. Bien sûr que ce sont des menaces contre l'Égypte à travers le Yémen, mais ces menaces également sont contre, si vous voulez, le continent africain, puisque le Yémen... Je ne vois aucune menace venant du Yémen. Je n'en vois pas aucune. Je suis un stratège politique. Je vois une mandate qui va être fermée par les Yéménites. Les Yéménites n'ont pas de base navale, ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas de marins. Oui, alors, pas en face de Djibouti, vous avez quand même la plus grosse base américaine à Djibouti. C'est les menaces iraniennes. L'Iran n'est même pas sur place. Tout ça fait partie de la propagande. La propagande des Américains et des Saoudiens. Les Iraniens ne sont pas sur place. Donnez-moi le nom d'unité ou de soldats ou d'armes iraniennes. Il n'y en a pas. Tout ça fait partie de la propagande saoudienne. Mais en face, vous avez une énorme base américaine, vous avez une énorme base française à Djibouti. Jamais personne n'a intérêt de fermer Bab el-Mandeb. Personne. Ni les Iraniens. Si jamais les Iraniens voulaient, ils n'ont aucune raison de le faire.
Alors, il ne faut pas quand même rentrer dans des guerres qui ne sont pas les nôtres et nous concentrer sur l'Afrique, si vous voulez. Les pays les plus importants pour l'Égypte, c'est le Soudan et l'Éthiopie. Il faut absolument justement, que nos de retour à notre sujet concernant l'Afrique, de Dr Saïd Zulfikar, on parlait du volet politique. Qu'est-ce que l'Afrique va gagner par la candidature ou de la candidature de l'Égypte au sein du Conseil de sécurité? Parce que apparemment l'Égypte est le candidat africain actuellement. Non, elle gagnera par le fait que nous avons un représentant qui sera, nous allons représenter l'Afrique. Mais il faudrait par-delà que nous ayons quelles sont les aspirations de l'Afrique à travers cette participation de l'Égypte? L'Afrique a intérêt à voir, vous savez, le Conseil de sécurité, il y a, je crois, 3 voix africaines, dont 2 doivent être de l'Afrique au sud du Sahara et une doit être à l'Afrique au nord du Sahara. Or, il n'y a que 5 pays au nord du Sahara, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. C'est le tour de l'Égypte, si vous voulez, c'est pour cela. Mais nous allons être quand même à la fois représentants du monde arabe et j'espère aussi représentants de l'Afrique. Mais il faudrait que nous comprenions les problèmes africains. Or, nous les avons ignorés pendant des années et nous les avons rétablis uniquement à cause du barrage de la Narda. C'est tout. C'est la seule raison. Alors, nous devons rétablir des liens, nous devons avoir et que les ambassades, les ambassadeurs qu'on envoie dans ces régions ne soient pas des rebuts, ceux qui n'ont pas pu avoir une ambassade en Europe ou en Amérique, et qu'on envoie les deuxièmes catégories. Il faut avoir des ambassadeurs de niveau et qui parlent le français et l'anglais convenablement pour établir des liens avec les élites africaines. Oui, bien sûr, c'est évident, oui. Alors, on espère que le retour de relations étroites entre l'Égypte et l'Afrique, que ce soit cette fois-ci le début d'une relation éternelle comme elle était toujours et fructueuse pour les deux côtés, pour le continent africain et pour l'Égypte. Je tiens à remercier Dr Saïd Zulfikar, vous êtes analyste politique, merci bien pour vos explications. Et avant de terminer notre édition, je voudrais vous poser une question, M. Ekram Zalat. Dr Zulfikar l'avait mentionné. Cette guerre au Yémen peut à la fois être une menace non seulement envers le monde arabe, mais également peut-être envers l'Afrique frontalière, c'est-à-dire l'Éthiopie, l'Érythrée et le Djibouti, si vous voulez, ou la Somalie. Le Djibouti n'a pas de frontière directe, mais c'est la Corne africaine qui peut être touchée par cette guerre. Alors, vous voyez que ça peut être une raison de plus de rapprochement entre l'Égypte et ces pays africains, surtout de la Corne africaine, ou non? Je pense que ça pourrait être une raison, mais ce ne sera pas la condition principale, parce que... Une des raisons, oui. Du point de vue des autres, si je me mettais à leur place, l'Égypte représente une force, l'Égypte a une armée. C'est très important de nos jours pour pouvoir combattre un terrorisme. Et quand je dis une armée, c'est-à-dire une structure, c'est-à-dire une organisation, c'est-à-dire un entraînement, c'est-à-dire un commandement, et c'est-à-dire une planification. C'est très important. Alors que tous ces pays qui ont des armées ou qui ont des protecteurs de leur pays, ce ne sont pas des gens qu'on peut comparaître à ce qu'on appelle l'armée égyptienne. Et c'est très important. C'est finalement eux qui ont besoin de l'Égypte, si je peux conclure ainsi. Pas du tout pour donner un rôle plus important à l'Égypte, mais parce que la réalité... Docteur Passant Fahmy nous a averti il y a quelques secondes qu'il ne faut pas prendre l'Afrique comme un fait accompli et qu'ils sont les plus fragiles. C'est-à-dire qu'avec cette théorie, selon Docteur Fahmy, que l'Égypte avait perdu l'Afrique parce qu'on avait toujours constaté que l'Afrique sera là, l'Afrique a besoin de l'Égypte et c'est comme ça qu'on a perdu notre rôle africain. Alors je crois que elle a tout à fait raison. Oui, plus facile de voir que c'est mutuel et réciproque. Non, elle a tout à fait raison, mais moi je dis dans les circonstances actuelles du terrorisme, je ne dis pas dans l'esprit général, au contraire, non seulement elle a tout à fait raison, mais j'abonde dans son sens, parce que vous avez dit tout à l'heure à Dr Saïd Zulfikar, les relations comme autrefois éternelles. Rien n'est éternel. Rien n'est garanti à vie. Il faut toujours compatir. Il faut toujours entretenir. Même l'amitié s'entretient. Ne parlons pas de l'amour. C'est pire. Donc si vous voulez, quand je dis que c'est eux qui ont besoin,
c'est parce que je parle d'une armée, je parle d'une force militaire qui, elle, peut combattre ce qu'on appelle des terroristes, des voyous, des méchants, des tueurs, mais encore une fois, je reviens à dire, il faut combattre la source de leurs moyens. Bien sûr, il faut arrêter le financement au terrorisme. C'est comme ça qu'on va lutter contre ce terrorisme. Et on arrive au terme de cette édition de notre programme direct. À la fin de notre édition, je tiens à remercier mon invité, M. Ikram Zalat, analyste économique. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Et je tiens également à remercier nos spécialistes contactés par téléphone, Mme Passant Fahmi, experte en économie, et Dr Saïd Zulfouqar, également expert en politique. Merci bien également pour vos analyses. Oui. J'aimerais proposer une chose. Pourquoi vous ne faites pas dans vos émissions, qui sont très intéressantes, comme celles de vos collègues, des tables rondes? Pourquoi pas avoir 5-6 invités de différentes, je ne dirais pas professions, mais de différentes occupations professionnelles ou expériences vécues, et faire des tables rondes où on peut parler justement et échanger des points de vue de manière à intéresser l'ensemble des spectateurs. Bien sûr, c'est une idée très intéressante. Il y a uniquement l'obstacle de la langue, de trouver 4 ou 5 invités francophones pour chaque édition, c'est pas évident. Mais bien sûr, et c'est une idée à considérer. Et à la fin de cette édition, je tiens également à remercier notre public. Merci bien d'être avec nous pour cette édition de Direct. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Merci et au revoir.